Donc là, on va commencer par la V5 Release. Donc c'est la V5.0 et la V5.1 qui aujourd'hui en release. Mais comme on n'a pas fait de club utilisateur depuis 2 ans, bah, ça remonte à 2 ans, la 5.0 qui était sortie il y a 2 ans. Donc on va reprendre voilà, en fait, un petit rappel sur le versionning de Simplicité. Donc pour ceux qui sont encore en V4, bon, bah, la V4 est passée en long terme maintenance. Donc maintenant elle est en patch 25, à l'époque la numérotation était comme ça, donc elle restera en P25 jusqu'en 2024. Parce qu'en fait elle est en maintenance 3 ans à partir de la date de sortie de la V5, je ne sais plus, donc ça fait, voilà, il y a encore un peu de temps pour la maintenance. Donc tout ce qui est corrigé en V5, de toute façon on backport en V4, c'est très rare qu'on fasse des évolutions en V4. Sauf vraiment qui est exceptionnel sur des trucs de sécurité, de trucs, là, il va me dire non. Ouais, il y a quelques petits bugs. Bon, il y a des dérogations, voilà. Bon. Mais on évite d'y toucher parce que. Plus des évolutions sur la technique. Ouais, c'est plutôt des problèmes techniques, plutôt des problèmes de sécurité, des librairies qui changent, des choses comme ça, parce que voilà, ça reste du correctif, même si c'est évolutif, ça reste du correctif. Et ensuite en V5, donc on avait sorti la V5 en 2020. Aujourd'hui, on est en 5.1. En partie la 13 parce que ça change un peu. 14. Voilà, le temps d'écrire la slide. Donc là, c'est la release qui est, quand vous téléchargez Simplicité V5, c'est celle-ci qui sort. La 5.2 qui est en bêta release candidate, donc qui va sortir à Noël. Ouais, à peu près. Joyeux Noël. Voilà, joyeux Noël. Enfin bon, elle va sortir, elle est déjà depuis le mois de septembre stable, oui. Mais bon, voilà, pareil, elle passe une phase de qualif, de test, etc. Et elle est à disposition sur vos environnements pour tester vos versions et les montées de version. Et la alpha qui est en cours de dev, c'est en gros c'est la R&D actuelle. On fera un petit point à la fin dessus sur ce qui se passe, qui a déjà été fait. Et puis une V6 plus tard, on verra. Alors ouais, tant qu'on est là, on va peut-être rappeler aussi les règles de migration. Donc de V4 à V5 à jour, pas de souci. De V5.1 à V5.2, quand le V5.2 va sortir, il n'y aura pas de souci. Par contre, des migrations un peu atypiques, du genre une V4 quelque part ici vers une machin, ça peut être source de problème. Donc, de toute façon, le prérequis pour faire une migration V4 vers V5, je l'ai mal montré, c'est d'être arrivé là, pour aller là ou pour aller là. Ça, c'est des migrations qu'on garantit. Oui, il faut au moins se mettre à jour sur la dernière branche. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Oui, j'ai mal montré, j'aurais pas dû. Ouais, mais parce que là, il y a une branche qui est partie de là. Comme ça. Mais en fait, la P25, elle est là, quoi. Voilà. Ce qu'on garantit, c'est là, vers ça. Ça, vers ça. Ouais, bon, voilà. Donc, le nommage des versions, ça a été simplifié parce qu'à l'époque, c'était la 4. On est resté en 4.0 pendant je ne sais pas combien d'années et c'était l'épée qui évoluait. Bon, là, on a repris une logique. Donc sur le numéro 5, c'est vraiment la plateforme technique, en général c'est stable, c'est le socle logiciel. Donc aujourd'hui on est en 5, on passera en 6, vraiment si on change tout au niveau technique. Et on fait évoluer, le X et les releases majeures qui sortent environ tous les 6 mois. C'est l'équivalent du patch level d'avant. Voilà. Et le Y qui lui bouge beaucoup plus, qui est plus simple, enfin qui bouge plus parce qu'on pousse des corrections et des évolutions au fil de l'eau sur un X constant. Donc le X c'est plutôt tous les 6 mois, on essaye d'avoir un roadmap à 6 mois. Et le Y c'est peut-être toutes les semaines, tous les mois. Voilà, toutes les semaines quand il y a beaucoup de changements, parce qu'on backporte aussi beaucoup de choses. On fait en 5.3 aujourd'hui ou en 5.2, qu'on remet en 5.1 parce que le temps de la release candidate il peut se passer 2-3 mois et vous pouvez avoir besoin d'avoir des évolutions. Ouais, par analogie, là, si on utilisait cette numérotation en 4.0, on serait en 4.25, je sais pas, 110. Quelque chose. Je sais pas, on compte les communes. Voilà, autrement, ça c'est pour les images. Vas-y, si tu veux refaire un rappel. Oui, bon, ça n'a rien changé. Enfin, il y a environ 6 mois, on a décidé de rajouter, de préfixer les tags des images Docker avec le numéro de version majeure. C'est pour ça que les versions, les images de la version 4 sont préfixées par 4.0 et que les images de la version 5 sont préfixées par 5-. À une époque, il y avait un latest qui existe toujours, mais qui pointe toujours du coup sur vraiment la version à jour. Donc actuellement, elle pointe sur la 5.1.14. Donc on vous recommande de rester soit explicitement sur la 4.0 latest, soit sur la 5 latest en fonction de ce que vous voulez faire.
Ou alors, si vous êtes sûr de vraiment suivre tout le temps les évolutions, y compris les sauts majeurs de version, vous pouvez vous caler sur le latest. On fournit toujours les versions alpha, bêta, c'est-à-dire que alpha c'est la 5.3 actuellement, bêta c'est la 5.2, la release c'est la 5.1. Par contre, pour la 4.0, on a supprimé toute cette notion d'alpha, bêta qui n'existe plus puisqu'on a basculé en maintenance, donc il n'y a plus que la release, donc il n'y a plus que la 4.0-latest avec la variante light. Et voilà, et les versions light toujours. Oui, les versions light, pour rappel, c'est la même chose que Simplicité, avec simplement moins de librairies. Historiquement, c'était apparu parce qu'on avait des problèmes de compatibilité de JDK. Il y avait certaines livres qui n'étaient pas compatibles avec des vieux JDK 1.8. Donc on les avait exclus pour en faire une version light expurgée de ces librairies non compatibles. Et après, on s'est rendu compte que finalement, c'était pas mal d'avoir une version light aussi pour tout un tas de libres qui ne servent pas forcément, qui peuvent être perçus par certains comme étant des sources d'insécurité. De batterie attaque. Voilà. Donc, typiquement, les livres Google, le fait qu'elles n'y soient pas, c'est pas plus mal, ça en retire une bonne centaine. donc voilà. Est-ce que vous entendez tout sur fond? Ouais. Oui, hein, bon, on parle plus fort. Ça va. Alors, on va commencer par les breaking change donc de la version actuelle. Ouais. 5.0, enfin ça c'était les breaking change de la 5.0, après il y a eu les 5.1. Oui, parce que maintenant on est en 17. Là. Oui, non, mais là c'était à ouais. l'époque. Non, c'était surtout que Ouais, c'est fini. Sur les hooks, bah, il y a juste des petites choses, c'est que les grands hooks que vous aviez codés, bah, il faut les transformer en plateforme hooks. C'est pas très. Enfin, la transition se fait simplement. Mais sauf que les plateformes hooks sont plus simples à gérer puisque vous pouvez en fait les recharger dynamiquement sur un clear cache. Que les grands hooks eux étaient statiques puisque c'est des méthodes statiques. Et donc c'était pas assez agile pour pouvoir les modifier simplement. Les dépendances, bon ça on va pas forcément rentrer dedans. Voilà. Et puis qu'est-ce qu'on avait dit Oui, c'était la vieille UI. Et oui, la UI 3.2 qui était abandonnée puisque en fait il y a eu une phase de transition où il y avait les deux interfaces qui cohabitaient, la nouvelle et l'ancienne. Puisqu'après, voilà, on est passé en Bootstrap 4, en Full Calendar V4, donc ça tous les composants front ont évolué. Donc c'est pour ça que c'était passé en V5.0 à l'époque, parce qu'on avait changé tout le socle technique de la UI et du back, le JDK et tout ce qui était présentation front. Les bootstraps, les fonds calendar, enfin, là on n'a pas tout mis, mais bon, il y avait énormément de librairies qui étaient changées, donc qui nécessitaient un changement majeur. Voilà. Et donc à partir de la 4, en fait aujourd'hui en version 5.1, vous avez encore la possibilité de rester sur l'ancien Bootstrap 3 qui était la 5.0, et on a mis la Bootstrap 4 sur la 5.1. Donc l'idée c'est que de toute façon à terme la 3 va disparaître. Donc la simplicité, la logique, c'est toujours qu'entre deux releases, on maintient l'ancien stock technique, on rend compatible ascendant sur les nouveaux composants, le temps que vous, si vous avez fait du code spécifique sur du Bootstrap, sur des composants, là c'est du Log4j, etc., sur toutes les librairies que nous on upgrade, le temps de changer, sur 6 mois, 1 an, vous avez le temps de changer. Voilà. Et après, ce qu'il y a, c'est que la release suivante, souvent, bah, là, par contre, on sabre et on enlève directement les composants, parce que sinon la plateforme... Enfin, ça alourdit. Oui, puis même en termes de maintenance, ce serait compliqué voilà. à faire. Donc pareil, Bootstrap 4 là, et puis bientôt, d'ici l'été prochain, on va passer en Bootstrap 5, etc. Donc à chaque fois, c'est des petits changements, c'est pas non plus la révolution. C'est le même socle technique, mais il y a quand même des petites adaptations à faire. Donc si on suit au fur et à mesure les changements techniques, ça se passe simplement. Si vous attendez 3 ans avant de changer un composant, là ça peut poser problème, ou là il faut aller plus dans... Voilà, oui, enfin, les risques ne concernent que les composants spécifiques que vous pouvez parce avoir que si vous passez par les couches simplicité, c'est transparent. Là, on parle vraiment que de votre code spécifique, front ou back. Forcément, si vous faites des choses qui étaient sur un ancien JDK ou sur un ancien Bootstrap ou sur un ancien jQuery, enfin, etc., tous les composants front, vous pouvez avoir des petits problèmes. Sur Log4j, pareil, là, on est obligé de grader le Log4j pour plein de dépendances. Voilà. Donc, c'est vrai que si vous avez customisé vos images Docker, enfin, vos instances même sur le SIEM, etc. Le Log4j XML, il faudra le migrer en Log4j 2. Donc tout ça, c'est décrit dans les documentations, mais voilà. Donc les breaking change, il y a quand même des petites choses comme ça à faire attention. Point de vigilance. Voilà.
Donc bon. Enfin, si vous étiez déjà en V5, c'est facile. Passer de la V4 à la V5, bon là c'est pas dans ces slides, là il peut y avoir plus de breaking change justement parce que surtout la UI V3 qui était maintenue en V4, en V5 elle disparaît. Donc normalement vous n'avez plus de composants qui datent de la V3, sauf pour, je sais pas, j'espère pas. Si, un petit peu. Voilà, parce qu'en V4, enfin, quand on dit V4, c'est la UI responsive. C'est celle qui est basée sur Bootstrap, sur tous les composants. Parce qu'avant, en V3, on avait une IHM qui était basée sur des iframes, des postes de formulaire, enfin les anciennes technologies web, avec des JSP, etc. Tout ça, ça a disparu. Mais on l'a rendu compatible, enfin ça restait compatible en V4. Et là, la V5, si vous passez en V5, tous ces composants-là, c'est terminé, ils ne fonctionnent pas. Donc là, on va faire un petit overview des évolutions, enfin, voilà, plutôt ce qui est graphique, parce que ce qui est technique, on ne peut pas le voir sur un écran. Donc sur la UX, sur la UI, enfin, en termes d'usage, sur le corps, c'est-à-dire côté back, plutôt pour les fonctions du designer pour évoluer. Donc sur la 5.0 et la 5.1, parce que il y a des choses qui remontent il y a 2 ans, mais vous n'êtes pas forcément tous au courant que ça avait été fait à l'époque. Donc là, je vais aller suite sur tous les slides jusqu'à arriver à la 5.1, enfin à la 5.2, pardon, sur la release continue. Donc dans cette version, on a tout, enfin, pour justement être plus responsive et pouvoir zoomer à n'importe quelle échelle, sur n'importe quelle tablette, etc. C'est-à-dire que les pixels, tout ce qui était en PX dans les CSS ont disparu, maintenant on est tout en taille relative en REM, on dit, en CSS. Donc ce qui fait que pour l'utilisateur, il peut choisir, il peut zoomer l'écran, enfin tout peut se redimensionner dynamiquement. Voilà, enfin, voilà. C'est pas au niveau navigateur, c'est vraiment dans simplicité où on peut réduire ou agrandir des zones ou toute la page. Donc c'est l'utilisateur qui peut choisir. Et il y a un mode aéré ou moins aéré, c'est-à-dire compact ou pas compacté, où il peut choisir, en fait, là on change aussi les styles, alors on voit peut-être pas très bien. Mais dans l'idée, c'est que en fait, les marges, les paddings, etc. sont plus courts. Les libellés et les champs de saisie, ils s'alignent. Ce qui fait que les formulaires sont beaucoup plus compacts quand on a des gros formulaires. Donc ça peut s'appliquer à tout le site, c'est-à-dire que tout devient compact. Ou une seule zone, vous pouvez dire quand vous créez un template, et dans votre zone, que cette zone elle est compacte, c'est-à-dire qu'elle va se présenter de façon plus condensée parce qu'il y a beaucoup de chaud à l'intérieur, et puis laisser le reste des zones très aérées. Donc ça c'est l'utilisateur qui choisit, et ça va être sauvegardé dans ses préférences pour que quand il revienne, ça se remette tel qu'il avait mis avec les niveaux de zoom et de mode compacté dans ses préférences. Il pourra les retrouver. Qu'est-ce qu'on a fait changer aussi? C'est la concurrence d'accès. On a rajouté. Alors, concurrence d'accès, c'est quand j'accède à un objet. Par défaut, je suis en version optimiste, c'est-à-dire que je prends le timestamp, le redatage où je l'ai pris, et quand je vais enregistrer mes modifs, ça va vérifier que le redatage n'a pas changé en base. Donc, pour les objets timestamp, si quelqu'un d'autre a modifié la donnée, genre un message comme quoi je ne peux pas enregistrer parce que voilà, ça c'est. Optimiste, c'est je pense que je suis tout seul. Le non bloquant, c'est tant pis, j'écrase ce que quelqu'un d'autre aurait pu faire. Ça, c'est le mode non bloquant, c'est le dernier qui enregistre qui a raison. Et il y a un nouveau mode qui n'existait pas, qui est le mode verrouillage. Donc là, c'est-à-dire qu'une seule personne peut, enfin, tout le monde peut consulter, mais il n'y a qu'une seule personne qui peut l'ouvrir en écriture. Et donc, dans ce cas-là, on peut voir à côté de l'objet qu'on ouvre qu'on a le verrou, ou que quelqu'un d'autre a le verrou. Et si on est plusieurs, voilà, on a notre petite photo ou notre petit avatar. Les initiales qui s'affichent s'il n'y a pas de photo. Donc on peut savoir qu'on est plusieurs à ouvrir un formulaire, un dossier. Donc ça dépend de comment on a paramétré le timestamp. Voilà. Donc ça sera rafraîchi dynamiquement par WebSocket, parce que forcément quand quelqu'un l'ouvre, vous avez déjà ouvert. Là, donc si vous n'avez pas les WebSockets ouverts sur le serveur, il ne va pas forcément être au courant en temps réel, on va dire au fil de l'eau, que quelqu'un l'a ouvert. Donc là, ça sera un rafraîchissement périodique, je ne sais plus, c'est toutes les minutes, je ne me rappelle plus exactement, mais dans l'idée, c'est que voilà. Donc, comme toutes les architectures ne permettent pas l'ouverture de WebSocket, le WebSocket, ce n'est pas du HTTP, c'est vraiment un autre protocole qui est dans le bidirectionnel où le serveur peut prévenir des navigateurs qu'il s'est passé des choses. Donc là, typiquement, c'est que quelqu'un a ouvert le formulaire alors que je l'avais déjà ouvert.
Donc ça c'est pratique, donc, quand vous êtes en dev vous ne le voyez pas, mais en prod vous allez commencer à voir que vous allez avoir des petites vignettes qui s'affichent parce que vous n'êtes pas tout seul à travailler sur les dossiers. Et quand on est en version optimiste, qu'on voit qu'il y a 2 personnes, là attention parce que ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui peut se faire. Il faut vite enregistrer avant que le passe avant. Voilà. Ah bon, après c'est à voir avec les utilisateurs qu'est-ce qu'ils préfèrent comme mode d'accès aux données. Il peut y avoir des données où le mode verrouillage est important parce que quand on ouvre une facture, on fait un dossier important, un dossier client, je ne sais pas, bah, qu'il n'y ait qu'une seule personne qui le manipule à la fois, ça peut être intéressant. Voilà. Qu'est-ce qu'on a rajouté? L'upload de plusieurs documents. Donc les champs de type document, avant ils étaient mono-valués, c'est-à-dire qu'on pouvait mettre qu'un seul document dans un champ de document. Maintenant on peut dire qu'il y en a plusieurs. Alors il y a plein d'options. On peut choisir s'ils sont en mode de vignette, enfin en mode de liste ou en mode vignette. Alors je ne sais pas si on le voit là, il y a une copie d'écran. On voit plutôt les images, comme un carrousel d'images. Et puis voilà, et en liste on peut pareil avoir la liste des documents. Donc ça évite, avant il fallait créer une table, enfin un objet avec le document mais qui est en relation 0n avec son objet principal pour dire que mon dossier avait n pièces jointes. Bah là maintenant c'est le champ qui porte directement l'information. Donc c'est beaucoup plus pratique. On peut faire du drag and drop pour aller prendre un document de son bureau et le mettre dans le champ. Enfin voilà, il y a plein d'options comme ça. Voilà tout ce qu'on peut traduire là-dessus. Sur les recherches prédéfinies, on a fait aussi évoluer le composant, je ne sais plus pour un de vos besoins, qui était en fait d'accéder directement aux listes préparamétrées. Donc les recherches prédéfinies, c'est l'utilisateur, il peut créer ses recherches, ses filtres, ses tris, et les enregistrer pour lui. Ou alors le designer peut en créer et puis tout le monde peut l'utiliser. On peut créer des recherches prédéfinies pour tout le monde. La liste, je ne sais pas, de toutes les commandes passées cette semaine, etc. On peut créer des requêtes toutes faites, triées dans un certain ordre. Donc ce qu'on a fait, c'est que maintenant, on peut choisir de les afficher directement à un accès direct dans la liste, parce que là, dans l'ancienne IHM, il fallait cliquer sur je ne sais pas combien d'écrans pour accéder aux recherches prédéfinies et les activer. Donc là, elles sont accessibles directement. Elles peuvent être en mode read-write, c'est-à-dire qu'on peut dire que certains utilisateurs ont le droit d'en créer et d'autres utilisateurs qui ont le droit que de les utiliser. Ça peut servir aussi quand vous avez des gros objets, parce que des fois, il y a des objets, ils ont 300 champs, et faire des vues spécialisées pour dire je ne veux afficher que certaines colonnes dans un certain ordre, pour faire des exports un peu spécifiques, de pouvoir afficher une liste qui ne va présenter qu'une dizaine de colonnes, enfin les 50 champs principaux, et pas les 300, et puis de pouvoir accéder directement à ces listes avec les préférences de colonnes visibles. Et comme ça, ensuite, ça peut faire des exports pour avoir des données déjà, plutôt que de faire n objets qui vont filtrer les données, les préparer, et puis avoir des colonnes différentes en fonction des usages. Là, c'est le même objet que vous pouvez utiliser avec en gros des vues différentes qui vont présenter certaines colonnes dans certains ordres, trier, filtrer, en fonction des préférences. Et ça, toujours, c'est sauvegardé par rapport à chaque utilisateur, parce qu'on peut créer ses propres recherches, ou globalement, parce qu'on peut faire des recherches publiques, c'est le designer qui les livre en fait avec l'application, et elles sont accessibles à tout le monde pour dire, il y a des listes toutes faites. Donc là, l'utilisateur, il peut cocher maintenant, par rapport à avant, les colonnes visibles. C'est-à-dire que lui, il a ses préférences de dire je veux telle et telle colonne visible ou dans tel et tel ordre. Quand il enregistre sa recherche, il peut aussi enregistrer les colonnes qu'il a affichées. Alors ça c'est une fonctionnalité. Alors celle de droite dont vous vous intéressez, celle de gauche est plutôt à destination des supports et des gens qui veulent prendre la main sur les postes. C'est-à-dire qu'en fait on peut changer d'utilisateur plus simplement. C'est-à-dire que si jamais vous êtes connecté avec votre login mot de passe, c'est un peu comme dans Gmail, etc. Vous pouvez changer de profil pour simple clic. Donc en recette, etc. c'est hyper pratique parce qu'on peut avoir 10 profils et en changer en un clic, sans faire logout, mot de passe qu'on a oublié, etc. Donc là, c'est sur votre local storage, sur votre navigateur, il va enregistrer toutes les sessions, tous les users que vous avez déjà utilisés. Et comme vous vous êtes authentifié au moins une fois, il considère que vous pouvez switcher d'utilisateur. Donc ça, en recette, en prod, en général, on n'a pas 36 casquettes, mais quand on développe en recette, on a besoin d'avoir 3 ou 4 profils. Donc son profil de développeur, son profil de test en français, en anglais, en machin. Voilà. Et pour le super utilisateur, donc ça c'est plutôt pour quelqu'un qui veut prendre la main, c'est-à-dire qu'il y a un incident en prod ou n'importe, où quelqu'un a un problème, on n'arrive pas à le reproduire en dev, en recette.
impossible de le qualifier, on peut se reconnecter avec un certain flag sur son profil sans avoir les mots de passe, de prendre le profil de quelqu'un. Donc ça, on peut obligé de le mettre en prod, hein, ça peut être juste en recette ou en qualification. Mais ici, hop, quand vous avez le droit sur le mode, hop, bah, vous prenez la main, vous vous connectez en tant que, donc vous êtes vraiment avec son profil, donc vous avez exactement les mêmes écrans, les mêmes règles de gestion, enfin, tout va se passer pareil, donc vous êtes plus à même de reproduire les problèmes ou les qualifier, ou d'aider la personne parce qu'elle ne sait pas où cliquer, etc. par rapport à son profil. Voilà. Bon, après, tout ce qu'on a peut-être à dire là-dessus. Les pillbox. Alors ça, les pillbox, c'est une nouveauté, je ne sais même plus quand c'est arrivé, en 5.0 aussi. Donc les pillbox, qu'est-ce que c'est? Les relations. Alors quand on a une relation NN entre deux objets, c'est-à-dire que, je sais pas, on a une liste de fournisseurs, qu'est-ce que c'est l'exemple? C'est des fournisseurs qui sont par pays, voilà. Donc on a une liste de pays, on a des fournisseurs, et on a une relation NN de dire tel fournisseur est dans tel et tel pays, et réciproquement tel pays a tel et tel fournisseur. Quand on a une relation de cette nature, en fait, dans la présentation simplicité, quand on affiche un formulaire ou une liste, enfin, on peut pas, une liste liée, c'est forcément un panel avec une liste. Donc là, ce qu'il y a, c'est qu'on a décidé de rajouter un rendering sur ce type de relation pour les afficher en pillbox. Donc c'est plutôt des petites boîtes. Plutôt que d'avoir une liste, on a des petites boîtes, donc il faut que la relation soit assez simple. L'objet entre les deux, la NN ne doit pas être un objet à 500 attributs, hein, c'est souvent juste une relation NN. Et donc ça s'affiche comme des petites vignettes qu'on peut supprimer, qu'on peut rajouter en fonction des droits. Donc en liste, on a sur son enregistrement la liste liée, et sur les formulaires de la même façon. Et ce qu'on a rajouté aussi, c'est la possibilité de faire des recherches. Parce qu'en fait, dans simplicité, quand on fait une recherche, ça fait du SQL en base, ça va chercher, etc. Mais là, on va chercher dans la table NN, c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher sur l'objet. Donc là, on va rechercher sur les clés fonctionnelles. Donc on pourrait lister tous les fournisseurs qui sont en France, etc. Donc il y a encore plein d'évolutions, je ne sais plus trop ce qu'on avait fait là-dessus. On a rajouté sur les group by, il y a eu pas mal de changements, parce que le group by qui était en 5.0 et bon, depuis 6 mois, il y a eu pas mal de changements. Donc on peut aussi grouper les données sur les listes par rapport à certains champs. Donc comme vous pouvez trier sur les colonnes, vous pouvez dire je veux les grouper par rapport à tel et tel champ. Donc ça va créer des blocs. Et donc avec un compteur, et puis packagé comme ça permet de... typiquement là, dans la démo, c'est les fournisseurs qui vendent des produits, c'est bien de les grouper par type de produit. Ouais, PC portable, etc. Voilà. Sur les usages des erreurs, là c'est très simple, c'est qu'avant on mettait juste un petit... Quand il y avait une erreur sur un champ, on mettait juste l'erreur ici, là on la remonte toujours en haut avec un pointeur qui permet de cliquer et de mettre le focus dessus. Parce que le problème c'est que souvent on a des formulaires complexes avec des onglets, etc., des choses cachées, etc. Donc là ça va scroller et ça va se mettre dans l'onglet qui contient la donnée à saisir. Parce que là c'est un écran simple, mais moi j'ai vu des écrans qui... avec 300 champs, avec des onglets partout, et quand il y a 4 erreurs, on ne sait pas où elles sont, il faut cliquer partout. Donc là, on a mis des raccourcis pour accéder et puis que la UI se mette le focus directement sur le bon champ. Donc voilà, c'est des facilités. Il y a de nouveaux types de champs, bon après tout ça on l'avait déjà vu. Des champs de type slider ou du ranking, mettre des notes avec des petites étoiles. Donc ça c'est des renderings de champs, ça c'est un integer, c'est integer. Sur un champ in, vous pouvez mettre un rendering en petite étoile, pour mettre une note ou pour avoir un petit slider comme ça. Les états en V5, maintenant il y a le count qui est fait par état, parce que dans V4 c'était pas fait, mais donc quand vous ouvrez le menu, vous avez un décompte de chaque entité par état. Voilà, une petite chose qu'on peut ajouter. Qu'est-ce qui a changé en rendering aussi? Les anciens bloc-notes, alors je ne sais pas si vous utilisez, c'est des types de champs. Donc avant, un bloc-notes c'était un champ commentaire en gros. Et à chaque fois qu'on mettait un commentaire, ça s'ajoutait avec les commentaires précédents, avec la date et qui a fait le commentaire. Donc c'était vraiment un gros buffer de commentaires. Là on l'a refait. Et donc maintenant ça va stocker un gros JSON en base. C'est vraiment des données. On ne peut pas trop requêter un SQL parce que c'est stocké comme un blob, comme du NoSQL, c'est stocké dans un gros objet. Et donc c'est un peu comme la manière de Trello, on peut créer des checklists
Donc ça, c'est l'utilisateur qui fait ce qu'il veut dans ce champ. Il n'y a pas de règle de gestion. Enfin, c'est vraiment lui qui va se créer des checklists en disant tiens, j'ai des trucs à faire. Ou enfin, les personnes qui accèdent à cet objet ont des choses à faire. Et pareil, on retrouve les commentaires sous forme de flux où on peut mettre du markdown, c'est-à-dire que ça supporte les syntaxes un peu riches, où on peut mettre du markdown, des images. Et on peut aussi taguer les gens, on peut être pour faire des notifications, mentionner des gens et leur envoyer un email comme quoi ils ont été mentionnés dans une carte. Et cette carte va envoyer un mail, et dans le mail, il y aura le lien vers l'objet qui a envoyé la lettre. Donc si vous avez un dossier, ou je sais pas, plutôt que de faire un champ, modéliser tous les champs possibles, tous les flux d'aller-retour, etc. Donc des fois, le process, il y a le process nominal, mais il y a aussi ce que les gens font. Donc avant, on mettait des posts sociaux, etc. Là, c'est vraiment un champ dans la base qui est sur l'objet et qui permet de voir tout l'historique, etc. Ou de se mettre des petites tâches à faire, mais qui sont volatiles, c'est-à-dire qu'on peut très bien les supprimer, c'est juste le temps de faire des choses sur l'entité qu'on a créée. On va faire un reminder, des petites alertes, des petits trucs, voilà, on met tout ça là. Donc ça, il suffit de prendre son notepad sur notepad, mettre rendering type d'activité, et puis ça affichera comme ça. Il y a encore plein de choses, il y a des petites choses, c'est-à-dire que les textes RA, maintenant ils sont dynamiques, c'est-à-dire qu'ils vont s'adapter à la taille du contenu. Il y a un nouveau type de champ, donc ça c'est pareil, on peut les afficher en grille. C'est-à-dire que c'est des champs, pareil, on ne peut pas requêter ce qu'il y a dedans, parce que c'est stocké comme un JSON en base avec un tableau face à un tableau. Mais c'est l'utilisateur qui choisit de créer des colonnes, des lignes, de mettre ce qu'il veut dedans, parce qu'il veut gérer son mini Excel à l'intérieur d'un formulaire. La reconnaissance vocale, ça c'est aussi pratique pour quand on saisit des notes, quand on a des champs commentaires, des champs longs, on peut s'enregistrer, et puis bon, après c'est le navigateur qui supporte la reconnaissance vocale, donc ça marche sur Chrome, Firefox. Je suis pas sûr que tous les navigateurs savent le faire, mais dans l'idée c'est qu'il y a un petit micro, on peut l'activer, on dicte, et puis ça ajoute du texte, on valide. Ou on peut lire, c'est-à-dire qu'aussi, si on veut écouter les commentaires, on peut très bien les lire. Donc on n'a pas encore généralisé cette fonctionnalité, parce qu'on va pas lire tous les contenus, tous les champs d'un formulaire. Mais après, comme il y a des sujets de chatbot qui arrivent, ça va être utilisé. Sur les raccourcis, c'est une autre fonctionnalité de simplicité qui est de permettre de mettre des accès directs à certaines pages, certaines fonctionnalités. Donc ce qu'on a rajouté, avant ils étaient tous dans un petit menu en haut à droite, là, tous les liens directs. Maintenant on peut les flaguer dans le menu plus, donc c'est ça, ou en visite, c'est-à-dire qu'on peut les mettre sur un écran d'accueil, sur une page, sur un menu. On peut sélectionner les raccourcis. Donc les raccourcis qui s'affichent, c'est ceux habilités à la personne, on n'a pas forcément 50 raccourcis, mais c'est des accès directs, soit à des workflows, enfin à des processus, à des objets, des listes, on met ce qu'on veut dans les raccourcis. Voilà. Un truc qui n'a rien à voir, mais c'est sur ce slide, les exports bufferisés. Les exports, alors, en fait en V4 c'était compliqué parce que c'est compliqué, il marchait, mais ils prenaient beaucoup de mémoire parce qu'en fait ils n'étaient pas bufferisés, c'est-à-dire qu'on exportait tout en mémoire et on l'envoyait au client. Enfin, côté back, c'était on chargeait les données dans Excel, dans je sais pas quoi, dans le PDF, et on l'envoyait au front. Sauf que quand il y avait beaucoup d'utilisateurs qui exportaient beaucoup de données, la JVM prenait beaucoup de mémoire et il y avait des plantages souvent, enfin c'était compliqué. Donc ce qu'on a fait, c'est que là, terminé en V5, c'est paginé, c'est-à-dire qu'on peut tout exporter, mais côté mémoire, on pagine, c'est-à-dire que le flux est envoyé au fur et à mesure au navigateur, qui lui le télécharge. Donc le temps que ça se télécharge, vous avez si c'est trop long, un petit spinner qui se met. Vous pouvez demander l'arrêt. Quand c'est vraiment trop long, parce que vous êtes trompé dans votre requête, vous exportez 1 million de lignes, vous là, journée pour la journée, vous pouvez demander l'arrêt, parce que côté back, il saura s'arrêter en cours de route. Donc voilà, tout ce qui est export, et les imports, pareil, on en parlera, mais voilà. L'idée de la MA5, c'est que la JVM doit avoir une taille fixe, en gros, et ne pas monter en mémoire niveau SRAM, etc. Enfin, voilà. La seule limite, c'est PDF, parce que là, les outils PDF ne permettent pas de bufferiser, donc les exports PDF peuvent être gourmands en mémoire encore côté back. On n'a pas encore trouvé la solution pour fluidifier les exports PDF. Mais tous les autres exports, évidemment, c'est transparent. Et ils sont surtout asynchrones, ce qui fait que
pendant l'export, si jamais ça doit prendre 10 minutes, ça vous rend la main sur la UI, vous pouvez faire autre chose. Il y a juste la petite fenêtre qui s'affiche en bas à droite, vous voyez un export en cours. Et à la fin, vous aurez l'upload qui va s'afficher. Voilà. Sur les composants. Alors, les composants, donc là on est plutôt côté back, on a rajouté des fonctionnalités. Donc l'intégration native de DocuSign pour la signature des documents. Si vous avez des objets, vous pouvez générer un PDF avec des zones de signature ou de paraphes ou de tampons, enfin tout ce que c'est faire DocuSign. Et là, c'est interfacé avec toutes les API de DocuSign, donc il faut avoir un compte chez DocuSign, puisque c'est un service payant, mais en gros, c'est eux qui vont gérer la signature légale de N personnes, qu'ils soient de la plateforme ou des utilisateurs externes, ça peut être juste, on connaît leur nom, leur email. Le document va être diffusé par DocuSign, et DocuSign, une fois qu'il aura complété le document, il y a tout un tas de webhooks qui vont être appelés, donc les notifications qui vont revenir dans Simplicité. Et dans Simplicité, comme on a la fiche du document qui est encore en signature, il va changer d'état, etc. Et on saura à la fin quand il est signé, et avec le document signé légalement, etc., qui sera revenu dans la plateforme. Sur les alertes, alors là il n'y a pas tout, mais sur les alertes, donc les alertes, soit les alertes de transition d'état, toutes les alertes, les reminders, les notifications qui sont envoyées de la plateforme, avant on envoyait des emails, maintenant on peut envoyer vers Slack, vers Trello, ou vers des composants spécifiques, parce qu'il y a un nouveau hook qui a été rajouté parce qu'on veut que c'est nous sur notre plateforme. Donc voilà, on peut choisir différents médias, SMS, des posts sociaux, Slack, Trello. Et il y a un nouveau qui a rajouté en 5.1, c'est le custom. Parce que les notifications, forcément, elles ne partent pas forcément que dans des mails. Ça peut partir sur d'autres environnements. Nouveau gros, c'est le timesheet qui existait déjà en V3, qui avait été un peu oublié en V4, qui a été refait en V5. Donc le timesheet, qu'est-ce que c'est? C'est simple, hein, c'est la gestion d'une charge, ou des temps, peu importe, entre deux ressources. Vous avez deux objets, vous créez une relation NN entre les deux, et cette NN porte une date de début, de date de fin, donc c'est souvent une affectation. Voilà, j'ai deux ressources que j'affecte l'une à l'autre. Et on peut générer en un clic la gestion des timesheets. C'est-à-dire qu'entre les deux ressources, on peut saisir une charge. On peut saisir jusqu'à 3 champs par ressource. C'est-à-dire, par exemple, un consommé, un reste à faire, un statut, on met un peu ce qu'on veut. Et puis, ça va stocker la somme, etc. Ça va afficher plein de choses. Donc ça, en gros, ça sert à la gestion des temps, à la réservation de ressources, à la disponibilité ou à l'occupation, peu importe comment on le modélise. Donc, la seule chose qu'il faut, c'est que dans la NN qui est entre deux objets, il y ait une date de début, une date de fin, et potentiellement une charge, un workload sur l'affectation. Et on peut aussi gérer un statut, là il n'est pas sur la copie, mais il y a un state model qui peut être associé à chaque ligne. C'est-à-dire qu'on peut avoir un processus de validation du timesheet. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, tiens, j'ai besoin de je sais pas quoi, je mets toutes les ressources dont j'ai besoin, et il y a quelqu'un qui va passer derrière et dire, ok, je valide ou je rejette. Donc, auquel cas, sur la première ligne, il y aura un petit diagramme d'état là, où on pourra dire, je suis ok, je suis pas ok. Donc ça, c'est pareil, c'est un composant qui commence à être utilisé, donc il va encore évoluer. Et voilà, donc quand vous en servirez, il faudra nous faire vos retours. Nous, on va continuer à le faire, à le maintenir, à le faire évoluer. Les news, ça c'est pareil, c'est un vieux composant qu'on avait. Donc ça sert, hein, mais voilà, on avait un peu oublié parce que c'était resté un peu en version legacy V3. Donc les news, on les a reprises et on peut, quand on crée une actualité, donc dans les menus, il y a les actualités, on peut dire qu'elles sont soit sous forme de gadget, accessibles par les raccourcis, choses comme ça, soit poussées à l'ouverture directement de la session. C'est quelqu'un se connecte, clac, il se prend un message parce que clac, à midi ça s'arrête, attention, veuillez penser à je sais pas quoi. Ou alors vous avez le fil en bas, là, comme les news, attention, alerte Covid, tout ça, rentrez chez vous. Enfin voilà, on peut faire passer des messages en bas si on veut. Enfin, il y a les 3 modes, on choisit comment on veut diffuser ces news. Les news ont une date de début et de fin, peuvent s'adresser à certains groupes et pas d'autres, soit à tout le monde, enfin bref, il y a plein de paramétrages possibles. Mais là, c'est vraiment sur la UI où on a changé pour pouvoir pousser des messages directement à l'écran. Les tableaux croisés deviennent éditables. Alors, les tableaux croisés, c'est une fonctionnalité des listes où on peut dire on a des axes en colonne en ligne et puis avec des méthodes
pour en gros faire des agrégats au centre, enfin sur la partie calcul, mais quand il n'y a pas d'agrégat, quand c'est simplement une valeur affichée à l'intersection d'un objet, donc typiquement les traductions, tel champ, bon là c'est certains champs en anglais et en français, voilà la traduction. On peut rendre ces formulaires, ces tableaux croisés éditables. Comme ça va beaucoup plus vite pour saisir en masse. Voilà. Donc la seule contrainte, c'est que ça soit du texte. Aujourd'hui, je crois que c'est ça. Et qu'à l'intersection, en fait, le champ d'intersection soit identifié par les lignes et les colonnes en base. Ça ne peut pas être un agrégat, une somme, une concaténation. Enfin, il faut vraiment que ce soit une donnée à un endroit dans la base, sinon on ne pourra pas la mettre à jour. Sur la version mobile, on a mis à jour, on est toujours sur Cordova, donc Cordova a encore un avenir, bon, c'est encore assez incertain. Donc on a migré sur le Cordova, la version V5 est compatible sur Cordova, donc si vous allez sur le App Store ou sur le Play Store, vous pouvez télécharger Simplicité. Vous pouvez le faire. Et en fait, c'est vraiment un wrapper générique, c'est-à-dire que vous pouvez vous connecter à n'importe quelle Simplicité V5 en bac, il faut que ce soit V5 de l'autre côté, V4 ça ne marchera pas. Et donc il va télécharger tous les composants, et puis au logon, en fait, il vous demande l'URL du endpoint que vous accédez, et votre login mot de passe. Et là, vous aurez la même API responsive, mais dans une vraie appli sur Apple ou Android. Et là, ça permet, on n'a pas tout mis, mais d'aller plus loin sur l'intégration d'un mobile. C'est-à-dire qu'on peut envoyer des alertes, c'est plus les alertes, les news comme on a vu, c'est des vraies alertes au sens mobile. C'est-à-dire que là, même si l'appli est fermée, vous pouvez avoir des notifications sur le mobile. Comme quoi, je sais pas, la commande machin est passée en état truc, il faut faire des choses. Voilà, des alertes métiers qui passeraient sur le mobile ou la tablette. Sur un navigateur, je crois qu'il y a aussi des web agents qui se réveillent. Enfin voilà. Donc, elle est plus performante, voilà, on l'a testé. Normalement, si vos écrans sont tous responsives, si vous n'avez pas de trophée spécifique à taille fixe avec des pixels, ça devrait pouvoir s'afficher correctement dans les écrans. Alors là, après, c'est la partie un peu technique. Donc, on a rajouté dans... Alors là, c'est plutôt le function design. En fait, on peut voir tous les class loaders qui sont chargés sur la plateforme pour voir justement tous les jars. Des fois, on a des problèmes où il y a des choses, des comportements normaux. Là, on peut aller voir tout ce qui est chargé dans Tomcat, tous les jars, tous vos modules, toute la compilation, etc. Vous pouvez voir que c'est chargé. Et tous les autres, il peut y avoir d'autres class loaders où les classes Java sont chargées parce qu'on veut les isoler de la plateforme. Typiquement, DocuSign a je ne sais pas combien de librairies et d'API qui ne sont pas forcément compatibles avec cette simplicité, donc là on l'a isolé dans un autre composant. Si vous vous connectez à un autre data source, parce qu'il y a la data source de simplicité, la base de données, mais vous pouvez très bien vous connecter à une autre base Oracle, je ne sais pas quoi, mais même MongoDB, c'est pas le même driver, c'est pas le même truc, vous ne pouvez pas tout mettre dans le même Tomcat, donc là vous pouvez mettre un data source différent. Qui sera dans un autre class loader, ce qui fait que ça sera bien isolé, il n'y aura pas plus de problème aléatoire de quand je clique ça ne marche plus. Pareil, on a refait tous les écrans du monitoring, on a refait, tout ça c'est le passage en V5 de la fonction de merge de fusion. Donc là je crois qu'il n'y a pas les en 5.3, on a aussi fait en sorte, alors la fusion c'est quand vous avez cette option, c'est que vous pouvez cocher plusieurs objets, effectivement pour fusionner des doublons. Vous avez des personnes, et puis vous avez des homonymes, ou je sais pas quoi. Vous les cochez, vous pouvez fusionner jusqu'à 5 en même temps. Et pour chacun, vous allez choisir les champs que vous gardez, et tout va être ramené sur le master. Voilà, et les autres vont être supprimés. C'est-à-dire ça fusionne tout, si vous avez des doublons dans la base, c'est pratique. Et y compris les liens, donc tout ce qui est relation. Donc votre objet, il a des relations, il a des contacts, des je sais pas quoi. Vous pouvez dire ce que vous choisissez. Donc là, avant, c'était on prend tout ou rien. Là, on pourra choisir à l'intérieur des contacts de la personne, je ne sais pas quoi, lesquels on garde ou qu'on ne garde pas. S'il y a plusieurs adresses, on pourra dire lequel on maintient. Donc ça, c'est pour le dédoublonnage applicatif. C'est-à-dire que la plateforme, la clé fonctionnelle ne permet pas d'identifier des vrais doublons ou des homonymes. Donc là, c'est l'utilisateur qui a une fonctionnalité pour pouvoir faire le merge lui-même. Sur l'éditeur de code pour le designer, bon là il y a pas mal de changements, mais bon là il y en a un, c'est qu'on a regroupé, avant il y avait toutes les ressources qui étaient associées à un objet, elles étaient mises plutôt en bas, alors on les a mis en
en sous-menu de l'objet lui-même. Donc c'est pour accéder plus rapidement à l'objet et toutes ses ressources web, ses CSS, ses scripts, donc ces images, tout ce qui est associé à cette ressource est mis avec. Et dans les prochaines versions, alors il n'y a pas, mais il y a des fonctions pour inventer le code. On a vu du code qui n'était pas très bien fait. Donc on a mis un bouton qui le fait automatiquement, c'est-à-dire que quand voilà, c'est quand même plus pratique pour avoir un beau code bien indenté. Une fonction pour fermer tout, parce que quand on a ouvert ces 25 onglets, bah, voilà. Et puis dans 5.3, ce qui va arriver, c'est qu'aussi, les onglets, quand on ouvre 50 objets, bah, ça prenait de la place. Là, il y aura un petit bouton plus pour mettre tous les onglets à droite. Sur les langues aussi, on a pas mal changé. On a rajouté un niveau de langue, c'est-à-dire qu'au premier accès, on peut choisir sa langue préférée. C'est que quand vous créez des applications, elles peuvent être multilingues. Donc en français, en anglais, ce que vous voulez. Donc la personne, quand elle se connecte, elle doit choisir dans quelle langue elle veut travailler. Donc soit vous faites tout en français, tout va bien, mais à la première connexion, on va lui demander sa langue de préférence. Donc celle-là, elle va rester dans son profil. Et la langue courante, le user langue là, qui est en base, lui, il va changer en fonction de... La personne pourra changer en cours de route dans sa session de langue. Parce qu'il peut y avoir très bien sur la même plateforme Simplicité des modules qui ont été paramétrés en français, d'autres en anglais. Et donc la plateforme va dire « Ah bah ce module, je le connais qu'en anglais. » Alors même si la personne, elle préfère être en français, bah là, pas de bol, il n'y a que l'anglais. Alors voilà, Simplicité va la switcher en anglais pour ce module-là, pour ce scope-là de l'application. Et quand elle reviendra à une application qui supporte le français, ça lui remettra le français. Voilà. Donc en fait, il y a tout un jeu là-dedans, tout ça pour choisir la meilleure langue possible pour l'utilisateur par rapport à sa préférence. Bon, après vous faites peut-être que du français et tout ça, ça ne vous concerne pas. La gestion de la fenêtre à propos, donc ça s'affiche ou pas pour l'utilisateur. Donc avant elle était en dur, et maintenant ça devient une ressource que vous pouvez paramétrer. Donc par défaut elle est livrée comme ça. La version de l'application, donc c'est pas forcément Simplicité, c'est votre application métier qui va s'afficher là. Et là c'est plutôt le socle technique Simplicité, la version. Et puis l'accès au health check pour un administrateur, pour que ça c'est quand vous postez sur le forum ou quand vous parlez avec David, de rappeler un petit peu le contexte de la plateforme, dans quelle version elle a, la base de données, etc. Donc voilà. Donc ça c'est customisable puisque ça devient une ressource de la disposition responsive. Donc vous pouvez rajouter des informations si vous voulez diffuser des choses d'utilisateurs. Qu'est-ce qu'il y a encore? Pas mal de choses. Bon, alors sur les modules, il y a eu pas mal de changements sur les dépendances. Quand vous faites un clear cache, vous pouvez voir qui sont les personnes connectées, parce que quand on fait un clear cache en dev, on déconnecte tout le monde. Enfin, si on veut vraiment faire un vrai clear cache complet, on peut faire son propre clear cache, mais si on veut rebooter en gros la plateforme et recharger tous les modules en mémoire, donc là, ça vous dit qui est connecté depuis combien de temps. Enfin, parce qu'il y a peut-être des gens connectés, mais qui font rien depuis un quart d'heure, c'est pas grave, mais voilà, on sait, on est en dev, s'il faut prévenir des gens ou si on va déconnecter des gens. Et là, il n'y a pas sur la copie d'écran, mais on voit aussi les tâches asynchrones en cours. Parce qu'il peut y avoir des tâches longues pour longues, des tâches cron qui sont lancées sur la plateforme. Si on vide tous les caches, ça risque de les planter. Donc, ça va les arrêter. Donc, il faut peut-être les laisser terminer avant de rebooter la plateforme. Nouveau composant, le App Store. Donc le App Store, là c'est une vieille copie d'écran, mais ça ressemble encore. Il y a les onglets. Il y a plus d'onglets. Donc nouvelle fonctionnalité où en fait tous les modules que vous paramétrez ou que nous on paramètre peuvent être mis sur un store. Donc nous on a celui qui est public, Simplicité. Et vous pouvez créer votre propre store où vous mettez à la disposition vos modules applicatifs que les développeurs peuvent télécharger ou les utilisateurs peuvent télécharger. Donc nous on a mis plutôt des démos, des tutos, des exemples. Il n'y a pas d'appli CRM qui va remplacer. On n'a pas mis de vrais verticaux au final. C'est vraiment plutôt des exemples pour apprendre à designer Simplicité ou des utilitaires pour faire du vu, tout un tas de gadgets, du moustache, tout ce qu'on veut. Donc voilà, donc ça fait une base de connaissances pour nous, qu'on vous diffuse, mais vous pouvez aussi, si vous avez modélisé des choses qui peuvent être réutilisables, vous pouvez les mettre dans le store. Et le store est accessible dans le menu, quand c'est activé, il y a un accès direct à cet écran.
Bon, ça je vais passer, parce que c'est... Bon, en gros, on a en 5.1, donc ça c'est la version release actuelle. On a rajouté des hooks, bon ça c'est en fonction de vos retours et d'expériences, donc on avait besoin de rajouter des hooks parce qu'il y a des choses qu'il fallait qu'on personnalise. Sur le preview des documents, on avait pas mal de retours parce que faire un preview quand on télécharge un document, soit on le télécharge, soit on peut faire un preview directement dans le navigateur. Sauf que quand c'est de l'Office 365, ça pose problème parce que le document est envoyé à Office et il est affiché. Donc il fallait spécialiser pour certains types de docs. Pour les PDF, on veut bien, mais pas pour les docx, etc. On va rajouter un hook qui vous permet de dire tel et tel type de doc, on peut faire un preview. Sinon la personne sera obligée de faire un download. On ne pourra pas faire un preview. Bon voilà, il y a plein de petits hooks qui ont été rajoutés. On a backporté la fonctionnalité Keycloak qu'on avait fait en 5.2, mais on avait besoin en 5.1, c'est ça. Voilà. Donc Keycloak c'est un autre provider, ça on peut s'authentifier avec. C'est lui qui connaît les mots de passe de tout le monde pour faire le tente. Et aussi le provisioning des droits, c'est-à-dire qu'il connaît aussi les rôles et les responsabilités de chaque personne. Donc on peut se coupler à Keycloak pour, quand la personne se connecte, plutôt que de la paramétrer de simplicité, puis elle est aspirée directement et tout son profil est créé dans simplicité à la volée. Alors, encore plein de fonctionnalités. Sur les menus, on avait vu qu'on pouvait mettre les statuts dans les menus. Maintenant, on peut aussi mettre les listes de valeurs. C'est-à-dire qu'avant, vous n'aviez que les statuts d'une commande. Là, si vous avez des types, des catégories, je ne sais pas, des objets typés, des énumérés, vous pouvez les mettre en accès direct dans le menu, ce qui fait que ça affiche la liste préfiltrée par rapport à ces catégories. En 5.3, il y aura une nouvelle fonctionnalité qu'on pourra même la rajouter sur les listes liées. C'est-à-dire on pourra avoir les statuts et en plus les types, et les types d'un autre objet. C'est-à-dire on pourra compter les commandes par type, par laptop, et pas tous les produits de type laptop, vraiment les commandes qui sont de type, qui contiennent un laptop, des choses comme ça. Donc ça, sur les textes longs, on nous avait demandé de rajouter un petit compteur tout bête pour savoir à combien on en est sur la taille max du champ. Bon, normalement, en simplicité, c'est des blocs, donc on peut saisir à l'infini, mais souvent quand ces champs sont interfacés avec d'autres systèmes, clac, qu'une base de données est limitée, en fait ils avaient besoin, parce que nous on peut se saisir, d'avoir une limite, un compteur qui s'affiche. Sur le rendering des énumérés, on a amélioré aussi, c'est-à-dire qu'on a rajouté la possibilité d'afficher l'icône, le libellé ou sous forme de tag, des petites vignettes là, sur les états, enfin sur n'importe quel énuméré, parce que là c'est un état, mais c'est une liste de valeurs, on peut changer le rendering pour la UI qui est un peu plus jolie. Le grand retour des champs inlinés, alors ça qu'est-ce que c'est cette fonctionnalité? C'est quand vous avez une relation 0,1 ou 1 entre deux objets. Je sais pas, pour un exemple, là c'est une adresse sur un fournisseur. Donc vous avez une relation, la présentation par défaut, ça serait qu'on a un formulaire de liste mais avec une seule ligne. Enfin, on aurait un panel liste avec l'objet. Donc ça, forcément, c'est pas très intéressant parce que faire une création sur une liste à une ligne, c'est... Voilà. Donc là, en cochant juste le rendering du lien 0,1 en type inliné, je sais pas en français si on dit inliné ou embarqué, ça, au lieu d'afficher un panel avec une liste, avec une seule ligne, en fait, il affiche le formulaire de l'objet lié. Ce qui fait que pour l'utilisateur, il pense avoir un formulaire avec les champs comme si c'était le même objet parce que c'est une relation 1-1 dans la base de données. Ou 0,1, parce que pour ça, quand c'est un 0, il y a le petit flag pour dire j'ai pas l'adresse, donc c'est-à-dire j'ai pas la relation, c'est la relation 0. Quand c'est 1,1, c'est quelque chose qui est obligatoire pour l'objet lié, le petit curseur n'existe pas et ça devient des champs comme si c'était des champs de l'objet principal. Et quand on enregistre, ça enregistre tous les champs ramenés dans les bonnes tables. Voilà. Les data maps, bon, ça, ça c'est presque une correction, c'est quand on fait de la complétion, ça utilise les data maps, c'est pour faire des recherches assistées par valeur, c'est pas par référence, c'est-à-dire qu'on ne va pas ramener une référence d'un objet lié, on va ramener les valeurs. On va, je sais pas, par exemple, un code postal et une commune, on tape le code postal, on va ramener la commune, donc une petite loupe, et dans le champ commune, ça va ramener la valeur de la commune par rapport au code postal. En fait, on a rajouté la complétion, c'est-à-dire que si on commence à saisir le code postal, ça va directement proposer la liste des codes postaux et des communes, et pas simplement ce qu'il y a dans cette table-là sur ce champ-là.
Et puis on a rajouté un petit spinner parce qu'en fait, en termes du X, on ne savait pas quand la plateforme, quand elle cherchait, parce que le temps que ça s'affiche, il peut se passer un petit laps de temps. On a rajouté un petit spinner pour que l'utilisateur cherche qu'il y ait une recherche en cours, parce que sinon elle va s'énerver, elle va faire escape, elle va retaper. Les markdowns, ça j'en ai déjà parlé, c'est-à-dire que les mentions on les a rajoutées en 5.1. Donc c'est quand vous faites des posts sociaux ou dans les notepads un peu partout, vous pouvez taguer des gens et ils vont recevoir une alerte mail, comme quoi ils ont été mentionnés dans un ticket, dans un post. Sur le Markdown encore, on a fait un mode preview, c'est-à-dire que quand il y a un champ de type Markdown, donc du texte riche Markdown, donc là c'est la syntaxe textuelle, il y a un rendering qui est fait dynamiquement parce qu'avant il fallait saisir, enregistrer pour voir le résultat. C'était super long. Donc là on voit directement le rendu de son contenu. Donc pour la documentation, Markdown c'est quand même super utilisé, et puis ça commence à être connu un peu même pour les utilisateurs, tous les utilisateurs, parce que sur les forums, des choses comme ça, c'est des syntaxes qui commencent à se supporter. Donc les gens commencent à connaître. Donc le REM, ça j'en ai déjà parlé, c'est que dans cette version, il n'y a plus du tout d'image BX, il n'y a plus rien en pixels, tout est en taille dynamique. Toutes les icônes sont passées en SVG, vectoriel. Même si c'est des petites icônes, vous pouvez les zoomer n'importe quelle taille. Donc si dans votre dev spécifique vous aviez des choses statiques, il faudra peut-être les migrer aussi. Sinon elles risquent de ne pas bien se resizer quand la personne va utiliser le curseur pour retailler cette taille de son écran. Les objets à état, on a généralisé le fait que les états, en général on remet une couleur. Rouge quand c'est un problème, bleu quand ça va bien, vert quand c'est fini, je sais pas. En fait, les diagrammes, les métriques qui étaient remontées automatiquement par la plateforme, elles utilisaient des palettes de couleurs qui n'avaient rien à voir. Donc là, s'il y avait des couleurs définies sur les énumérés, ils sont utilisés dans tous les graphiques. Ce qui fait qu'on repère tout vite ceux qui sont en attente, en cas, etc. Dans tous ces workflows, hop, on voit tout de suite, ça réutilise les mêmes palettes de couleurs. Donc ça, c'est fait là et c'est fait aussi dans les tableaux croisés. On réutilise les couleurs partout où on peut. Alors ça c'est les workflows, donc c'est les screen flows plutôt, les workflows qui sont habilités à une personne. Là, la personne voit où elle en est dans le screen flow. Avant il y avait un fil d'Ariane qui était fait, là on a revu la présentation pour que ça fasse plus, on voit plus à gauche où est-ce qu'elle en est dans ses activités, dans l'extrait. Elle va faire la suite de ses activités. On a renforcé les Google Fonts, c'est-à-dire qu'on peut spécifier toujours pour cette espèce, dans la problématique de zoom dans une page, pouvoir télécharger plusieurs fonts. Avant on n'en chargeait qu'une, la 400 là, et maintenant on peut charger la 500, ou celle qui est italique, ce qui fait que c'est plus le navigateur qui calcule la taille, c'est la vraie fonte qui est utilisée. Voilà, donc ça c'est quand vous designez un thème, vous pouvez utiliser des fonts qui peuvent être externes ou rajouter à la plateforme sous forme de ressources. Les tableaux croisés peuvent avoir des graphiques. Ce qu'on a rajouté, c'est quand vous créez votre tableau croisé, vous pouvez dire sur quel axe Y il va. Parce qu'il peut y avoir plusieurs données, plusieurs métriques que vous voulez afficher sur le tableau. Et donc, comme il y a un axe à gauche et un à droite, vous pouvez accoster la valeur. Donc là, il y a deux données, une qui s'affiche sur cet axe-là et une là-bas. Donc on n'a que deux axes, on peut en mettre un troisième. Et donc, si jamais vous avez plusieurs axes, vous pouvez dire, parce qu'il peut très bien y avoir plusieurs métriques qui sont mises sur le même axe, et puis juste une seule qui est mise sur l'axe Y, parce que c'est une autre unité et ça n'a rien à voir. Donc on a juste rajouté ça. Je fais une petite pause, on va faire quelques photos pour l'événement. Est-ce qu'il y en a qui ne veulent pas être pris en photo? Ou que de dos? Que les pieds. Personne, il n'y a pas de problème à personne. Parce qu'on diffuse ça sur notre site et éventuellement sur LinkedIn ou des choses comme ça. C'est bon? Merci. Ça bouge tout seul, c'est bien. Ça parle pas tout seul. On parlait plus vite. Là, ça va être dur. Alors là, c'était. Ah oui, ça c'était la grande annonce en 5.1. Bon, ça c'est des gens. Voilà, je ne sais pas si vous l'avez déjà utilisé. Donc en 5.1, ce qui a été publié, c'est un nouveau thème. Donc il faut choisir spécifiquement parce qu'en fait, on avait fait travailler un ergonome
qui nous avait fait proposé un thème beaucoup plus aéré, plus moderne, on va dire, etc., plus blanc, plus cool. Et donc il était sorti, il est en 5.1, mais il faut l'utiliser spécifiquement. Il y a un thème V5 dans la liste des thèmes qu'il faut utiliser. Donc l'idée c'est qu'il est plus aéré, voilà. C'est plus user-friendly. Et par contre, ce thème, en fait, ça a servi à ensuite l'intégrer directement en 5.2, donc là, c'est la version qui va sortir, qui soit nativement accessible, mais aussi paramétrable. C'est-à-dire qu'on pourra éditer ses propres thèmes. Donc sur la 5.2, donc voilà, là je parlais de la 5.2, donc celle qui sort, enfin celle qui est déjà en release candidate, donc vous pouvez déjà la télécharger, la tester, migrer vos modules dessus. Donc elle va sortir à l'horizon de la fin d'année. Je crois que c'est aujourd'hui même, non? Non, pas aujourd'hui. Donc voilà, bon là, c'est donc on va passer de 5.1 à 5.2, rien de révolutionnaire là-dessus. Sur les breaking change, toujours plein de choses. Donc comme je disais, le Bootstrap 3 qu'on gardait compatible, maintenant c'est terminé. C'est-à-dire que si vous avez encore des composants Bootstrap 3, ils ne vont plus fonctionner, il faudra forcément les migrer en Bootstrap 4. Si vous utilisez que les composants simplicité de base, il n'y a rien à faire. Les PNG, ils étaient encore là, mais là on les supprime vraiment et tout est vectoriel. Qu'est-ce qu'on fait? On migre, après JQuery, pareil, ça change. Les librairies Apache, après c'est les composants techniques qui évoluent par rapport au versionning classique parce que là c'était des failles de sécurité, donc on est obligé de les mettre à jour sur les couches HTTP, les jetons JWT, bref. Il n'y a rien de révolutionnaire entre la 5.1 et 5.2. Mis à part Bootstrap, il faut faire attention si vous avez écrit des classes ou utilisez vraiment des composants très spécifiques de Bootstrap 3, ils ne vont pas bien marcher dans cette version, mais il n'y a pas de révolution fondamentale sur passer d'une 5.1 à une 5.2. Donc il y a encore plein de nouveautés, forcément. Donc dans la génération de documents des modules, ça ajoute les modèles. Keycloak, on l'a backporté, mais effectivement on peut s'authentifier avec Keycloak. Il y a d'autres librairies qui permettent de convertir du HTML vers du PDF qui ont été intégrées. Donc c'est des librairies très pratiques. Ça vous fait une publication, du moustache, peu importe, qui exporte les données en HTML. Souvent c'est de l'HTML puisqu'on présente à l'écran. Et là avec un simple bouton, tout PDF, c'est une petite librairie qui permet de convertir votre contenu HTML. Bon, simple, c'est pas du HTML responsive, je sais pas quoi, avec des animations, parce que le but c'est que ça devienne imprimable du PDF. Donc ça permet d'aller très vite en développement avec une ligne, on convertit facilement son code. Sur les exports, les imports et l'export, donc là la partie import, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que maintenant tout est asynchrone, donc on peut faire plus de choses. Quand on importe du XML, donc c'est aussi vrai pour l'import de modules, on peut choisir si ça s'arrête à la première erreur détectée, quand on importe des données en masse en XML, peu importe, même dans un adapteur. On peut dire à la première erreur que tu détectes, tu t'arrêtes, sinon c'est passant parce que c'est pas grave, c'est un warning, ça sera traité après comme des rejets. Et on peut le charger en parallèle. Donc ça, c'est pour les imports SACS. On peut, sur une même typologie de données, paralléliser les imports. Ça a fait gagner, je sais pas, un facteur 2 ou 3 sur le temps d'import. Parce qu'ils ne les importent pas un par un comme avant, c'est que là, il va beaucoup plus vite. Et il résout le problème des cycles. Parce que là, aujourd'hui, si vous faites un import, on appelle ça le problème des jumeaux, mais dès que vous avez un cycle entre des objets, le problème c'est que quand on commence à l'importer la première fois, il ne connaît pas un des liens, il ne connaît pas un des acteurs. C'est on importe A, B n'est pas encore là, donc le lien de A vers B il n'est pas créé. Ensuite ça importe B, B c'est bon parce que A était là, donc il a créé un lien. Et ça s'arrêtait là. Donc là, avec cette version, ça va recycler, c'est-à-dire qu'il va détecter au début qu'il y a un lien qui n'a pas pu être tiré, et il va réimporter A à la fin pour que ça finisse le cycle et fermer la boucle. Donc si jamais il y a encore un rejet, parce qu'il y a une règle de gestion, bon, ça finira en rejet, mais voilà, ça jusqu'à aujourd'hui c'était pas traité. Donc aujourd'hui quand vous avez un patch avec des dépendances croisées comme ça, le patch il fallait le charger 2 fois en général. L'import XML il fallait le faire 2 fois parce que la première fois il le faisait mais il manquait un petit bout. Et puis pour peu qu'on était sur stoppé à la première erreur, ça chargeait pas le reste, enfin bref, ça se mordait la queue, c'était compliqué à importer. Donc là cette fonctionnalité permet de résoudre pas mal de cycles. Ça ne résout pas tous les problèmes d'import
Parce qu'il peut y avoir des modèles compliqués où les choses sont... Il faut que votre modèle, de toute façon, quand vous le pensez, qu'il y ait quand même un sens de lecture où ça puisse s'importer dans un certain sens. Voilà. Parce que si dans le cycle tout est obligatoire, bah, Simplicité ne pourra jamais rompre un lien temporairement pour le recréer à la fin. Voilà. Sur les IDE et le code, alors pas mal de choses qui évoluent aussi. Alors sur la partie dans le code, vous pouvez rajouter spécifiquement des ressources dynamiquement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il faut déclarer des ressources, des CSS, des styles, enfin des scripts, je sais pas, des images pour les associer aux objets. Là par code, vous pouvez les ajouter dynamiquement. Si le contenu de la ressource est dynamique, on peut le faire par code, on peut le changer. Sur les IDE, bon, il y aura un atelier spécifique sur les IDE, TIA, VS Code, pour intégrer Simplicité à un IDE pour coder en Java, faire du debug, plein de choses. Et pas rester dans le petit éditeur de code, Ace Editor de la plateforme, pour aller beaucoup plus loin. Qu'est-ce que c'est l'autre? Petits algorithmes de clé de lune. Pour les, on a rajouté pour les valider, pour valider les champs, des petits utilitaires, parce qu'on a eu les clés de lune. Donc on a, plutôt que de développer à chaque fois la clé de lune ou je sais pas, ce genre de truc. Quand vous avez des besoins comme ça, remontez-les nous, parce que nous on les rajoute dans les composants pour faciliter à tout le monde les contrôles sur les saisies des champs. MFA, donc le multi-factor access, pareil, ça c'est la 5.2 aussi, t'as pas backporté ça? Ah, c'est disponible en 5.1 dans une version expérimentale qui n'est pas aboutie, mais bon, ça fonctionne. En 5.2, c'est un peu plus abouti, donc ça permet de, sur l'authentification interne de Simplicité, de rajouter un second facteur d'authentification. Donc ça peut être soit un envoi d'un code à usage unique par SMS ou email, soit ça peut être via une application d'authentification. Donc il y a un mécanisme sur le, c'est ce qu'on voit ici, il y a un mécanisme sur l'utilisateur qui permet d'afficher un QR code qui peut être donc importé dans une application d'authentification type Google Authenticator. C'est ça qui permet d'obtenir des codes à usage unique, enfin des codes limités dans le temps, à usage limité dans le temps pour se connecter. Donc le principe c'est que je me connecte, je tape mon user, mon password, ça me demande le second facteur d'authentification. Ce qu'on a prévu aussi, c'est d'avoir le cas spécifique, donc qui permet d'implémenter via des hooks un second facteur spécifique, enfin ce que vous voulez, quoi. Donc on n'a pas eu le cas pour l'instant, mais comme ça avait été implémenté au départ comme ça, enfin le TOTP avait été implémenté comme ça au départ, on a généralisé le principe. Ok. De toute façon, c'est pareil, je crois qu'on pourra faire la démo après. Ça va, tu me dis, hein, sinon je passe, hein, parce que dès qu'il y a des écrans noirs, je passe. Hein. Qu'est-ce que c'était ça? C'était... ah oui, qu'on a fait, il manquait une fonctionnalité, c'est quand on relivre l'application et qu'on change les noms des champs. Souvent au début, quand on développe, on crée des champs, etc. Puis une fois qu'on a fini, on les renomme un peu parce qu'on avait fait des bêtises. Ou on veut renormaliser les choses. Là, c'est-à-dire que les objets et les fils ont un historique où ils gardent en mémoire tous les anciens noms qui avaient donné au champ, étaient donnés au champ ou à l'objet, à la table. Et ce qui fait que quand on exporte dans son module, il y a toutes les all values qui sont envoyées. Ce qui fait que la plateforme qui va recevoir va comparer, dire attends, mais ce champ, je le connaissais sous un autre nom, et donc va pouvoir faire un alter en base, donc renommer la colonne ou la table, plutôt que de créer une nouvelle colonne. Auquel cas, il faut faire une reprise de données parce que l'ancienne colonne, il faut la détruire, il faut migrer les colonnes, enfin, il faut faire du SQL, tout ça, c'est fatigant. Donc voilà, donc ça, c'est une nouveauté. Je ne sais pas pourquoi on ne l'avait pas fait depuis le début, mais voilà, ça va servir. Les plateformes ou pareil, on les a rendues, enfin comment dire, on peut en créer plusieurs. C'est-à-dire qu'on peut en mettre un par module. Parce qu'en fait, dans les plateformes hooks, c'est des hooks qui servent souvent à l'ouverture de session et qui dépendent des droits pour charger les droits d'utilisateur, en gros, quand il démarre sa session. Et le problème, c'est qu'il y avait des hooks qui étaient un peu en commun, le isMenu enable et post search index, et ce qui dépend en gros des objets métiers qui sont paramétrés, parce qu'on va habiliter tel ou tel menu, tel ou tel objet, et donc ça dépend forcément du module qu'on livre. Et comme le plateforme hook, il n'y en avait qu'un seul, bah, il fallait que tous les projets se mettent en commun pour dire qu'est-ce qu'on met dans ces hooks. Parce que forcément, il y avait des ifs à mettre dedans, chacun sa zone. Donc maintenant, on peut livrer plusieurs plateformes hooks. Donc il y a toujours celui de l'original, mais il suffit de le suffixer par le nom de son module, peu importe. Et Simplicité va les appeler les uns après les autres. Si jamais il y en a plusieurs, il va appeler tous les hooks les uns après les autres. Donc il ne faut pas de dépendance entre ces hooks parce qu'on considère qu'ils sont quand même isolés. Et typiquement pour habiliter les menus, enfin je sais pas,
les uploads, etc. Enfin, tout ce qui est contextuel à son module, on peut en avoir plusieurs. Les alertes qu'on a vues tout à l'heure, pareil, bah là on a rajouté un hook, on peut dire bah non, j'envoie ni vers Slack, ni vers Trello, ni vers email, machin, je veux envoyer sur mon système à moi. Donc là, pareil, il faudra coder. Ça, c'est sur le déploiement de Docker, donc grosse démo après, je sais plus. Mais c'est-à-dire que quand on déploie une instance Docker, on peut embarquer à l'intérieur le chargement, enfin, quand l'instance va démarrer, charger l'ensemble des modules et des données aussi, et des données, des données métiers ou des données des données de référence, voilà, de datasets qui veulent charger. C'est-à-dire que, parce qu'aujourd'hui, quand on démarre une instance Docker, il faut importer ces modules après parce qu'elle démarre vide. Donc ça, pareil, tu feras une démo en atelier. Ouais, c'est un atelier, on regardera ça en détail, puis il y a Simon qui va montrer aussi une mise en pratique de ça dans un cadre plus large. Voilà. Alors XUI, bon là il n'y a pas de grand changement. Sur les process flow, on a juste rajouté que quand on parcourt, sur un parcours client, on a rajouté le contexte, c'est-à-dire quand il a sélectionné, créé un objet dans son screen flow, pour lui rappeler qu'est-ce qui a été saisi, qu'est-ce qui a été sélectionné dans les différents écrans. Donc ça c'est une petite chose. Sur la recherche, ça c'est la recherche full text, on peut choisir parmi tous les objets indexables, ceux sur lesquels on veut chercher, parce que des fois on cherche un mot, mais ça va chercher sur tous les objets qui sont indexés. Et si on est habilité à beaucoup d'objets, ça ramène... Voilà, le scoring n'est pas bon, donc on peut filtrer, dire non, je veux chercher que dans tel menu, dans tel domaine, ou tel et tel objet. Donc ça c'est pour les recherches globales, accessible soit depuis tout en haut, là, dans la barre de recherche, soit dans l'écran de recherche. Là j'en ai déjà dit, c'est les couleurs qui sont réutilisées dans les cross-tables. Ça c'est autre chose, c'est quand on fait un tree view sur un objet, donc une arborescence de données, on peut l'intégrer directement dans le template d'un objet, c'est-à-dire que là sur un client, je peux avoir l'ensemble de ses commandes, etc. Parce que j'ai créé un arbre sur le client, donc on peut directement le mettre sur sa fiche, sans avoir à coder. Avant il fallait coder pour faire tout ça. L'import des modules, donc c'est pareil, il utilise des fonctionnalités de parallélisation. Donc l'import des modules s'arrête à la première erreur, c'est ça. et en parallèle, ça on ne peut pas choisir, hein, mais en gros on a constaté, parce qu'après ça dépend des modules, comment ils sont faits, mais c'est en gros 2 fois plus rapide. Donc, parce que quand on a commencé à avoir des grosses applis où on a tout mis dans un seul module et qu'on n'a pas packagé par petits modules, ça peut. Enfin aujourd'hui il y a des modules qui peuvent mettre 5 minutes à s'importer, donc voilà, ils mettront 2-3 minutes. Donc on gagne un facteur non négligeable. On a rajouté un type sur les modules, c'est pas du tout un champ obligatoire. Ça l'est pour nos éditeurs parce nous ils sont tagués système ou add-on, c'est-à-dire que soit c'est le core système, donc c'est des modules qui sont, on va les supprimer. Les add-ons c'est plutôt parce que nous on va livrer des choses optionnelles que vous pouvez installer ou pas, typiquement une langue, choses comme ça. Et vous ensuite vous pouvez taguer vos modules en tant qu'application, boîte à outils, service. Il y a des modules de données aussi, si vous mettez tous les utilisateurs dans un module, vous dites qu'il est l'outil de données. Donc cette typologie après pourra servir justement sur le delivery à packager différemment les choses. Voilà. Donc sur les modules encore, il y a eu pas mal de choses. Avant d'accéder au module Git, enfin au commit repository, par le petit bouton, parce que c'était une page externe, un objet externe. Bon, il a été refactoré, bon, il est toujours accessible parce que ce component donc sous forme de liste, c'est-à-dire qu'on a directement tous les commits Git avec le count, et puis c'est la même présentation, hein, c'est qu'en gros on voit tous les commits, qu'est-ce qui a été changé, et puis les mêmes fonctionnalités de commit, pull, push. Donc ça c'est vraiment pour les modules qui sont sur un setting, enfin un repo Git, où en fait qui est cloné en local. Donc voilà, et quand on commit, ça demande toujours le message, avec en plus, donc dans cette version, on peut exporter maintenant en JSON et plus en XML, c'est-à-dire qu'il y a 2 formats qui sont supportés, le XML historique que vous connaissez, et maintenant il y a un nouveau format qui est JSON. Alors bon, il est plus pratique parce que c'est qu'en gros il est arborescent, c'est-à-dire dans JSON on peut avoir les objets, les fils, etc. à l'intérieur d'un JSON arborescent, c'est plus tout en randonnion, parce que le XML aujourd'hui c'est une liste de tous les objets les uns après les autres.
Là, le JSON permet d'exporter en cascade, enfin, avoir vraiment une grappe, quand même un arbre de tout son paramétrage. Et on peut, comme pour le XML, le mettre, soit avoir un gros fichier JSON, soit N fichiers éclatés dans une arborescence, dans un zip arborescent. Oui, il faut peut-être préciser qu'il y avait une fonction expérimentale qui avait été introduite en 5.0, qui a été maintenue en 5.1, qui permettait d'exporter dans un format JSON, y compris en exposé. Là, c'est différent. Du coup, la structure sera différente parce que cette fois, c'est arborescent. C'est du vrai JSON, comme le JSON Ajax, hein, c'est avec les items qui sont populés. Et comme je disais, c'est que quand vous exportez un champ, les traductions du champ sont juste dans un répertoire de ce JSON. Les traductions ne sont pas à la fin du fichier. Ça ne change pas le contenu du JSON, mais ça change l'organisation hiérarchique. L'organisation est beaucoup plus structurée. Et surtout, on va voir le slide d'après, c'est devient comparable. Enfin, c'est plus facile à comparer. Oui, il y a une raison au changement. Ah, voilà. Donc bon, là, la fonction de commit, c'est vraiment pour ceux qui utilisent du Git, ça peut passer par là ou pas, mais voilà. Et donc, dans les exports, aujourd'hui vous aviez ces exports-là, maintenant il y a la même chose en version JSON. Donc soit éclaté, soit pas éclaté, soit un seul gros fichier. Bon, en général, on fait un zip, parce que ça contient tous les codes sources en tant que vrai, .java, .js, etc. Parce que si on fait un seul JSON, c'est que les documents textuels sont alignés dans un gros CData. Enfin, c'est pas du tout. Voilà. Il vaut mieux avoir un zip avec une arborescence, ce qui est beaucoup plus exploitable. Et une fois que vous avez choisi un format, par contre, il ne faut pas trop en changer parce que si vous exportez en XML la fois d'après un JSON puis vous revenez en XML, ces versions-là ne seront pas comparables parce qu'on ne peut pas comparer le JSON et le XML facilement. Donc voilà. Donc on va aller progressivement vers le JSON, le XML reste compatible de toute façon parce que tout un tas de couches qui ont besoin de ces formats-là. Voilà. Et donc voilà, l'avantage du JSON, c'est qu'on peut, il y a un nouvel écran. Le XML, il y avait un vieux écran legacy qui comparait le XML. Et on pouvait faire le diff et faire le patch du delta, c'est-à-dire livrer en gros la différence. Là, on va beaucoup plus loin, c'est le JSON, il est arborescent, donc l'écran, il va être arborescent, c'est-à-dire qu'on peut plier les business objects ou les fields, enfin par section. Et à l'intérieur d'une section, on voit vraiment la différence entre ce que j'ai en local et un remote. Donc le remote, il peut être de plein de sources différentes. Ça peut être un fichier que vous avez exporté, ça peut être un autre simplicité, donc une URL simplicité de plateforme d'intégration. Vous comparez par rapport à votre plateforme d'intégration. Ça peut être un repo Git ou une URL tout simplement où il y a un zip que vous allez chercher ailleurs. Et donc en fait, vous pouvez choisir ce que vous gardez ou ce que vous voulez récupérer. Donc vous sélectionnez, soit tout, soit rien. Enfin, voilà. Et à la fin, en cliquant là, ça vous génère le patch que vous allez télécharger ou diffuser. Là, on ne livre pas tout le module dans un sens ou l'autre. On dit, tiens, je veux livrer que ça et ça, ou je veux récupérer que ça ou ça. Donc c'est vraiment un mode delta qu'on n'avait pas avant et qui était qui est très pratique parce que souvent, quand on fait du paramétrage, on n'a pas fini certains trucs. Il y a des trucs qui sont stables, on veut les livrer, donc on livre que ça. Et puis le reste, on livrera plus tard. Ou dans l'autre sens, on a cassé un truc, mais on ne veut pas réimporter tout le module pour écraser ses devs. On veut récupérer que la ressource qu'on a cassée, donc hop, on la retélécharge en choisissant ce qu'on veut dans la différence entre ce que j'ai en local et ce qui a été paramétré sur une source distante. Donc voilà, ça c'est un composant qui va aussi évoluer dans le temps en fonction de vos retours, mais bon voilà. L'idée c'est qu'on passera quand même pas mal par là. Chaque développeur, quand on est beaucoup de développeurs sur un même module, on a besoin de passer par là ça fait office de fonction de merge aussi, de dire ce que je prends, ce que je ne prends pas, parmi tout ce qui a été modifié par différents développeurs. Bon, ça n'empêche pas d'avoir une organisation de projet où les gens ne se marchent pas trop dessus sur le paramétrage, chacun son domaine et ses fonctionnalités. Voilà. Et ça, c'était un composant qui manquait beaucoup, que la version XML n'arrêtait pas de faire parce qu'elle n'était pas structurée de la même manière. La dernière chose sur cette version, c'est l'éditeur de thème. Donc le thème qui était livré en 5.1, V5, il est natif et on a rajouté par-dessus l'éditeur. C'est-à-dire que quand vous êtes sur un thème, vous avez le preview, et le preview est éditable. Parce que là, vous cliquez, on va faire une démo après. Et, vous cliquez, vous changez les couleurs, les menus, les arrondis, les paddings, je sais pas, enfin, mais pas tout, on va pas tout foutre. On peut toujours rajouter du CSS, mais dans l'idée, c'est que là, c'est une démo, c'est un template en fond noir, en développeur.
Voilà, donc ça pareil, on pourra faire une démo après en atelier. Il est très pratique, ça va beaucoup plus vite, parce qu'avant il fallait faire beaucoup de CSS pour changer les thèmes. Donc maintenant c'est beaucoup plus facile. Ça pareil, je ne vais pas trop en parler, parce que s'il y a... je vais en parler. Ça t'en parlera. Ouais, je vais en parler tout de suite. Voilà, tout de suite. Pas tout de suite. Sur la note de mes slides. Alors, et après, bon, là, 2-3 slides pour vous montrer un peu ce qui va se passer à partir de maintenant. Là, la scène 3 qui est déjà en cours. Jusqu'à la V6, on ne sait pas trop quand est-ce qu'elle sortira, mais voilà. Donc, sur la roadmap technique, bon, forcément, j'ai dit qu'à 17. Enfin, ceux d'après, mais nous, on va être sur toutes les... Ouais, le 17 est en long terme support, donc ça va être la plateforme de référence pendant un certain temps. Voilà. Donc là, actuellement, c'est la honte. Je ne sais pas si ça justifie une V6. Non. Donc voilà. Donc on restera, bon, je pense en 5. Bootstrap V5, parce que Bootstrap, pareil, évolue ses composants. Donc la transition V4 V5 est beaucoup plus simple que la V3 V4. Donc ce sera quasiment transparent. Gros changement, parce que, enfin, peut-être pas, mais c'est-à-dire qu'en fait, jusqu'à la version d'avant, on faisait du JavaScript année 2000. Dans simplicité, il n'y a que du var, des trucs. Enfin, il n'y avait pas du script compatible, tout navigateur, toute version IE11, tout ce qu'on veut. Donc pour notre partie, peut-être pas pour tous les plugins. Bon, là, on s'autorise à partir de maintenant, parce que ça fait quand même 5 ans, enfin plus de 5 ans même, le S6 est sorti. C'est-à-dire à partir du moment où personne utilise IE11. Non, mais voilà. Plus personne n'a d'Internet Explorer, donc voilà, tous ceux qui ont des navigateurs à jour depuis, on va dire, 3-4 ans, voilà, donc maintenant on va commencer à faire des promesses, des await, enfin voilà, du JavaScript moderne. Donc on va migrer tout un tas d'autres composants qui sont liés à ces ruptures. On a déjà réalisé pas mal de choses qui sortent au fur et à mesure, hein. Donc la alpha, on peut la télécharger, hein, la tester, donc des fois elle passe des phases instables. Donc comme je disais tout à l'heure, on peut compter dans les menus, par exemple, les statuts et les types. Mais donc ici, j'ai les types des commandes. Donc là, j'ai 9 commandes de laptop, 2 commandes de desktop, machin. Donc je peux accéder directement à cette liste depuis là. Donc on peut rajouter des sous-menus par rapport aux catégories que vous avez créées sur vos objets. L'éditeur, lui, il va pas mal évoluer aussi. Nouvelle notion, c'est les bookmarks qui n'existaient pas. C'est-à-dire que quand vous êtes sur un objet, vous avez une petite étoile, vous dites celle-là, je la garde. Ce qui fait que quand vous revenez, vous pouvez afficher une barre de bookmark en haut ou en bas, ou en pop-up. Ce qui fait que là, vous dites, je travaille tout le temps sur ce dossier, hop, j'ai un accès direct dès que je reviens. Donc c'est l'utilisateur qui choisit ce qu'il veut mettre en bookmark. Le designer a juste à paramétrer si l'objet est bookmarkable. Voilà, on a rajouté de la signature il n'y a pas longtemps parce que c'était un besoin pour Lausanne, je crois. Oui, c'est un truc qui est revenu plusieurs fois. Donc ça c'est juste, si vous faites des notes d'intervention, enfin je sais pas, des bons de réception, etc., donc sur une tablette n'importe, de créer un champ, soit inliné, c'est-à-dire qu'on peut signer directement dans le formulaire, ou sous un pop-up. Donc voilà, il faut mettre un petit paraphe, une petite signature. Et pareil, la prise de photo, parce que qui n'était pas natif, enfin qui existait sur le user, on peut se prendre en photo, mais c'est du code spécifique qui faisait ça. Donc ce code spécifique, il a dit c'est con, autant le mettre directement dedans. Donc maintenant vous pouvez créer. Donc ça c'est pour les types images, vos objets de type image, vous pouvez dire c'est une photo front, enfin selfie ou back, si vous êtes sur téléphone. Sur un ordi, ça sera forcément front. Et ce qui permet typiquement de prendre en photo des notes de frais, des choses comme ça, des justificatifs, clac, une photo c'est quand même plus rapide. Donc ça c'est associé à un champ de type image. Donc là en disant juste, voilà, donc ça c'est fait. Bon. Et pareil, Bootstrap, comme il y a un Bootstrap, nouveau Bootstrap, il intègre tout un 1500 nouvelles icônes pour les intégrer. Elles sont bien, enfin, donc ça fait plus d'icônes quand vous créez vos actions, vos objets qui sont directement accessibles. Et donc notre roadmap 2022, on n'a pas fini. Hein. Donc en fait, toutes les demandes que vous faites, etc., sont mises dans un backlog. Un backlog qui est en profondeur. Aujourd'hui, il y a encore 70 demandes en attente. On les dépile dans l'ordre de préférence ou d'urgence, hein, c'est en fonction de vos besoins à vous, hein, qu'on réalise. Et des urgences, nous aussi, par rapport à notre secteur de low-code. Donc voilà, donc il y a tout un tas de choses. On ne vous l'a pas rendu accessible parce que c'est nous qui, quand même, choisissons ce qu'on met, ce qu'on ne met pas. On priorise avec votre aval en général. Et l'année prochaine, donc on a identifié plein des chantiers qui ont déjà commencé ou qui vont commencer dès l'année prochaine, enfin dès janvier. Donc il y a sur les IDE, la UI, c'est vraiment pour le développeur, donc ça a déjà commencé, mais ça va se poursuivre parce qu'on aimerait bien avoir un IDE en ligne. Ouais.
C'est qu'on, enfin, pas seulement ça, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, on a facilité le travail dans un IDE externe. Ce qu'on voudrait, c'est ramener certaines fonctions de l'IDE au sein de l'éditeur interne Simplicity. Donc voilà, deuxième sujet. Le premier, il est pas mal dégrossi, on le verra tout à l'heure. Le deuxième, voilà, c'est le travail 2022. Voilà, les tests UI, ça aussi, ça a pas mal avancé, mais ça va continuer. Donc là, c'est vraiment des tests end-user, front-end, depuis l'interface. Donc là, c'est avec Simon, qui c'est qui fera la démo? C'est Simon, ouais. C'est Simon. Donc pareil, il y aura une démo, donc là, t'es là, je te cherchais. Optimisation des tests et plus globalement sur l'intégration continue. Parce que là, je sais pas, je l'ai pas mis. Mais bon, en gros, ça fait partie des delivery, des tests, de la validation avant livraison fatale en prod. Tout ce qui est dashboard end user, ça, on s'améliore parce qu'on commence à être un peu vieillot sur tout ce qui est métrique, etc. C'est-à-dire que c'est le designer qui design en gros les écrans, les tableaux croisés, les graphiques, et l'utilisateur final, il peut juste cliquer et les regarder. Donc on aimerait aller plus loin pour que l'utilisateur puisse se configurer lui-même ses dashboards avec ses différentes métriques et ses affichages. Voilà. Le chatbot assistant, voilà, ça aussi c'est un sujet à la mode et on est un peu à la bourre. Donc on aimerait bien mettre un assistant sur, donc faire des parcours clients, enfin assister avec un chatbot textuel ou vocal. Mais vocal c'est plus compliqué dès qu'on commence à faire de la technique, mais au moins faire un chatbot qui aide à résoudre des incidents quand la personne a une problématique, de pouvoir l'orienter sur les formulaires qu'elle doit remplir, les choses qu'elle a à faire. Le mode déconnecté mobile, donc, parce qu'on a des besoins, des usages où, pas forcément pour toutes les fonctionnalités de la plateforme, mais pour des scénarios clients, des parcours, enfin des créations de formes, enfin des créations, des choses comme ça, d'objets, de commandes, d'avoir un mode déconnecté, et qui se synchronise, parce qu'il faudra bien qu'un jour ou l'autre, la base de données réapparaisse. Donc voilà, avoir un mode déconnecté de la UI ou d'une autre type d'UI, on peut faire des développements front aussi. Il y a tout un... Alors là, c'est un fourre-tout, session, statelet, headless, etc. C'est-à-dire qu'on a aussi des besoins pour plutôt la clusterisation, d'avoir en fait... en gros, que la session soit partagée sur différents nœuds ou qu'il n'y ait plus de session. Enfin, en gros, c'est la même idée. Ou qu'elle soit sur le client, mais en gros, la session qu'on a aujourd'hui dans Tomcat, elle pose problème. Parce que justement, quand on accède à plusieurs nœuds, elle n'est pas partagée entre différents nœuds. Donc on est obligé de s'accoster sur un seul serveur. Et sujet RG2A, donc c'est tout ce qui est accessibilité. Donc avec Bootstrap, il y a plein de choses qui sont faites, mais on n'a pas encore fait le tour de tout. Il y a pas mal de boulot à faire pour être compatible avec certaines normes. On a déjà pas mal avancé avec les zooms, les thèmes, etc. Mais sur le parcours des formulaires, il manque encore pas mal de choses dans nos templates, voire dans les traductions qu'on fait sur les objets. Même dans le métamodèle, ça peut avoir des impacts. Voilà, donc ça c'est les grands thèmes, les grands sujets de fond qui ne vont pas sortir dans les 2 mois parce qu'il y a beaucoup de boulot. Sur les 70 sujets qui sont là, c'est souvent des petites choses, c'est pas parce que c'est souvent simple à faire et ça offre pas mal de fonctionnalités à la plateforme. Donc on les dépile voilà, en fonction du trend. Voilà, j'ai fini. Et après, je ne sais pas quand la V6 sortira, qu'est-ce qui je suis ouais, on restera en V5 encore pas mal d'années. Voilà, j'ai fini. Donc après, en fait, là c'est un résumé de toutes les release notes qui sont en ligne. Donc, parce qu'il y a pas, là on a mis les parties à peu près visuelles. Et sur la release note, il y a vraiment tous les points techniques, les différents, sur des API qui sont des prérequis, des choses comme ça. Il y a plus d'informations. Très vite. Rappeler des petites évolutions qu'on a pu faire. Alors, il y a l'instance manager qui continue à vivre, qui évolue plus beaucoup. Bon, il y a juste quelques petites choses qui ont été rajoutées pour ceux qui l'utilisent. Le fait de supporter JDK 17, mais de manière plus générale, le fait de pouvoir supporter spécifiquement un JDK qui ne serait pas des JDK standards de la distribution CentOS sous-jacente. On a aussi étendu les possibilités de tout ce qui est backup sont un peu plus configurables maintenant, notamment le fait de pouvoir les exporter. Alors, on faisait déjà de l'export vers des storage d'objets, des choses comme ça, on a rajouté S3 parce que ça manquait. Enfin voilà, ça continue à évoluer, mais on va dire très gentiment, sur des points qui sont plutôt des points de détail.
Alors, au niveau Docker, j'en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Le premier point important, c'est qu'on est passé sur un registry privé, parce que jusqu'à maintenant, on mettait les images sur Docker Hub. Mais il y a des changements de politique commerciale qui fait que ce n'est pas compatible avec la manière dont on partage les images. Donc maintenant, il y a un registry privé qu'on privilégie pour tous les utilisateurs. Ça ne change rien, c'est juste c'est nous qui l'hébergeons et du coup, on a la main totalement sur la manière dont on y donne accès. On y trouve les mêmes images, donc on trouve tout un tas de variantes d'images plateformes. Par souci d'uniformisation, on est passé sur les JVM Adoptium, Eclipse Adoptium, sur l'ensemble des images, quel que soit leur OS sous-jacent, à part sur Alpine, pour qui ça n'existe pas. Que ça soit en JVM 17, en JVM 11 pour ceux qui préfèrent rester sur une JVM 11 et aussi 1.8, enfin 8, mais uniquement pour les images 4.0 Lite, parce que pour les autres ça ne fonctionne pas. Bon, après, de manière classique, hein, dans les images, on maintient l'OS sous-jacent, les composants sous-jacents, typiquement de Tomcat, il est toujours à jour dedans. Ce qu'on a maintenant, c'est qu'on a deux images additionnelles. Donc ça, c'est pareil, on verra en atelier plus en détail. Une image packagée d'un VS Code serveur, c'est-à-dire un VS Code dont l'interface utilisateur est accessible via une page web. Theia, qui est un VS Code open source alternatif. Donc ça permet de faire des déploiements. On déploie à la fois une instance simplicité, un IDE, et les deux sont accessibles via une page, enfin, via un navigateur. Dernier petit truc, on avait la libre contrib qui permet de faire des front-ends spécifiques, donc qui était un petit peu vieillissante. On l'a sévèrement secouée pour la moderniser, notamment dans le cadre de l'intégration, du développement de l'extension pour VS Code. Donc on a remis à jour tous les boilerplates, tous les exemples d'implémentation dans les différents frameworks, Node.js, Vue, Angular, React, etc. Donc voilà. On a même mis à jour les nodes Red Nodes que personne n'a utilisé jusqu'à maintenant, ce qui est dommage. C'est rigolo. Voilà. Donc voilà, bon, vu l'ampleur du refactoring, c'est vrai qu'on n'est peut-être pas à l'abri qu'il y ait des petites régressions à droite à gauche. Si vous les utilisez, faites-nous des retours spécifiquement. En tout cas, nous, on s'en sert pour pas mal de choses et ça pose pas de soucis. J'en ai terminé. Ah non, oui. Alors ça, c'est... Je sais pas si on le fait maintenant, l'intro. Germain, tu viens? J'ai intégré tes slides dans cette page. Ici. Oui, aussi. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Germain Aubert, je suis stagiaire depuis 5 mois chez Simplicité et du coup je vais vous présenter rapidement le petit projet que j'ai mis en place du coup depuis ces quelques mois. Donc il s'agit d'une extension VS Code. Alors pourquoi une extension VS Code? Parce qu'on est parti du constat qu'il y a certains designers qui travaillent déjà dans des IDE externes, tels que VS Code ou Theia. Et donc ces IDE présentent un certain nombre d'avantages et de fonctionnalités, comme par exemple la complétion des fonctions de debugging assez avancées et aussi la modularité qui permet les extensions dans ces environnements-là. Donc cette extension a pour but de venir compléter ces fonctionnalités et d'en rajouter d'autres pour proposer un environnement de travail le plus simple possible. Donc une des fonctionnalités principales de cette extension, c'est la synchronisation des fichiers via l'API Simplicité. C'est-à-dire avec une simple action, une simple commande, un simple clic, on va pouvoir synchroniser les fichiers locaux avec les fichiers de l'instance Simplicité. Et donc cette facilité-là va par exemple permettre de gagner du temps, par exemple pendant les fonctions des séances de debug, de remote debug. Je précise juste que pour ceux qui utilisaient déjà des IDE, cet échange entre une instance Simplicité et un IDE était déjà possible, mais via des mécanismes à base de GLIF.
ce qui pouvait être ennuyeux dans certains cas parce que ça pourrissait l'historique des repo Git des modules. Donc là maintenant cette synchro se fait directement via les API Simplicité, donc se fait en live, c'est-à-dire j'enregistre quelque chose dans l'IDE et ça se met à jour dans Simplicité directement. Voilà, donc comme on l'a dit, c'est compatible avec VS Code Server et TIA, donc sur les instances web telles que les VS Code Dev et VS Code GitHub, donc avec certaines fonctionnalités bien sûr qui pour le moment ne sont pas compatibles, mais ça va venir avec le changement du marché. Et David en a rapidement parlé aussi, la possibilité du coup à partir d'une image Docker, déployer une instance Simplicité plus du coup un IDE, VS Code ou TIA déjà précablé, etc. Donc pouvoir lancer un environnement très rapidement et simplement. Donc là, vous pouvez voir quelques fonctionnalités que je n'ai pas encore mentionnées. Donc vous avez en haut de la complétion par exemple, ici sur plusieurs fonctions. Donc là, on voit la fonction getField qui va proposer donc, un éventail, du coup les attributs de l'objet. Pour compléter, en plus de la complétion, du coup, on a un widget ici, une preview, qui va afficher du coup les différents modules ainsi que toutes les informations. Donc là on peut voir un objet interne, on va avoir tous les attributs de cet objet interne ainsi que certains champs techniques. Donc on va avoir la possibilité de les copier dans le fichier, donc c'est assez pratique pour compléter cette complétion si jamais on a besoin d'accéder à l'attribut d'un autre objet. Et enfin on a aussi une preview pour gérer du coup les modifications des fichiers et pouvoir du coup avec un clic les synchroniser avec l'instance Simplicité. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous avez des questions, n'hésitez pas. Est-ce que tu fais une démo ou pas? Oui, enfin ça fait partie des ateliers. Ouais, juste après, alors. Les extensions, juste pour terminer, ces extensions sont dispo dans les App Store. Dans les App Store des IDE en question, donc vous pouvez directement installer l'application, elle s'appelle Simplicité. Sur le marketplace de VS Code et sur OpenVSX pour